voir, ce n'est pas un nouveau Obama, Biden. Ce ne sont pas des pacifistes, mais non. Et puis la situation a changé. On n'est plus en 2013. La menace iranienne est très grave. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour Israël, pour la défense israélienne, dans l'hostilité, dans la défense, dans la défiance à l'égard des États-Unis. Effectivement, pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, nous nous penchons aujourd'hui sur les implications intérieures et diplomatiques de la récente élection de l'ayatollah ultra-conservateur Ibrahim Raïssi à la présidence de l'Iran et aussi sur la nouvelle approche du gouvernement israélien concernant ses relations avec Washington à propos justement du dossier du nucléaire iranien. Alors pour en parler en ligne avec nous depuis Paris, Michel Taubman. Bonjour et shalom Michel. Bonjour. Michel, vous êtes journaliste, vous êtes ex-chef du bureau parisien de l'information à la chaîne franco-allemande Arte, vous êtes ancien rédacteur en chef de la revue Le Meilleur des Mondes. Et vous êtes surtout essayiste et directeur d'ouvrages aux éditions de l'Archipel, ainsi que, co-auteur d'un livre essentiel sur l'Iran qui est paru en 2009 aux éditions de Noël et qui s'intitule « L'histoire secrète de la révolution iranienne ». Donc vous êtes un expert. Vous êtes bien renseigné. Vous êtes bien renseigné quand vous invitez quelqu'un. Absolument. Voilà. Alors, compte tenu de sa personnalité de dur et d'extrémiste, on l'appelle ainsi, y compris en Iran, le boucher de Téhéran, pour avoir dirigé à la fin des années 1980 les comités de la mort de la justice perse ayant exécuté quelques 30 000 opposants au régime islamique. L'élection de Raïssi à la présidence de l'Iran va-t-elle avoir, selon vous, une influence sur les pourparlers indirects menés actuellement à Vienne par l'Iran avec les Américains concernant le nucléaire iranien, justement ? Alors, d'abord, les pourparlers sont toujours menés par l'ancienne équipe, puisque, comme dans toutes les, dans toutes les démocraties, c'est pas une démocratie, mais dans tous les pays, il y a une transition. Donc, le président élu le 18 juin ne prend pas ses fonctions avant quelques semaines. Mais en même temps, je pense que ça ne change pas grand-chose. La couleur idéologique, les propos tenus par le nouveau président ne changeront pas grand-chose, puisque dans ce domaine-là, la seule personne, dans le domaine militaire, dans le domaine nucléaire, surtout, la seule personne qui décide, c'est le guide suprême Khamenei. Et donc, le guide suprême Khamenei avait décidé, avait souhaité, avait favorisé en 2013 l'émergence d'une équipe plus modérée, avec un visage plus avenant. Je ne dirais pas réformateur, parce que ce n'étaient pas des réformateurs, ils n'ont pas réformé le pays. Donc le président Rouhani et son Premier ministre Javad Zarif, mais le guide a souhaité à l'époque obtenir la levée des sanctions en échange d'un gel, non pas d'un démantèlement, mais d'un gel temporaire pour une dizaine d'années du programme nucléaire militaire. Alors eux, ils disent qu'il n'est pas militaire, mais le programme nucléaire iranien a forcément des visées militaires, et puis entre le civil et le militaire, le pas est assez facile à franchir. Donc, il y avait une volonté stratégique du guide à une époque de rétablir les relations économiques avec les États-Unis, avec l'Europe, par la levée des sanctions, et avec les autres pays aussi, puisqu'il y avait des sanctions très dures contre l'Iran. Maintenant, le temps a passé. Entre-temps, beaucoup de choses se sont produites, et le guide Khamenei, aujourd'hui, depuis 2018, c'est-à-dire depuis le retrait des Américains de l'accord sur le nucléaire, le guide Khamenei a vu qu'il y avait une ouverture, qu'il y avait un espace, et donc je dirais que le diable est sorti de sa boîte, c'est-à-dire que toutes les lignes rouges ont été franchies, et le programme nucléaire iranien est aujourd'hui bien plus avancé qu'il l'était au moment de la signature de l'accord en 2015. Donc la possibilité de revenir à un accord, je le souhaite, parce que personne ne peut souhaiter, même si cet accord est imparfait, on peut souhaiter dans l'abstrait qu'on revienne à cet accord, mais il est peu probable que les Iraniens aient non pas la volonté, puisque ce n'est pas une question de volonté, mais qu'ils aient intérêt aujourd'hui à revenir à cet accord, et en échange de quoi ? Aujourd'hui, puisque le programme est beaucoup plus avancé qu'il ne l'était en 2013 ou en 2015, au moment des négociations, le prix à payer serait exorbitant, et on le voit bien, les Américains ne sont pas prêts à payer ce prix, les Européens non plus, et je ne parle pas d'Israël, qui a toujours été opposé à cet accord. Donc,
la venue de Raisi au pouvoir, ça va changer le discours, ça va donner un discours plus dur, puisque vous l'avez dit, c'est un extrémiste parmi les extrémistes, c'est un criminel qui a du sang sur les mains. Des ONG, plusieurs ONG internationales de défense des droits de l'homme veulent qu'il soit traîné devant les tribunaux internationaux pour crimes contre l'humanité, et c'est justifié, puisque vous avez rappelé ce massacre dans les prisons, ce massacre, cette espèce de Saint-Barthélemy, où des milliers de prisonniers politiques iraniens ont été massacrés en 1988 à la fin de la guerre Iran-Irak, et il n'y avait pas de raison de les massacrer, sauf pour se venger finalement du fait que l'ayatollah Khomeini, puisqu'à l'époque c'était Khomeini et non Khamenei, avait été obligé de boire, comme il disait, la ciguë jusqu'à la lie en acceptant la fin des combats avec l'Irak sans avoir gagné. Donc c'est un criminel, Raisi, un criminel, je dirais, gratuitement, puisque parfois on tue des gens dans des guerres, on tue des gens en représailles, mais là c'était des prisonniers politiques qui étaient emprisonnés, qui ne faisaient courir aucun danger à la République islamique, et il les a massacrés. Donc on va avoir un discours beaucoup plus dur, et je dirais que d'une certaine manière, c'est plutôt positif pour Israël, car la communauté internationale, en tout cas les Occidentaux, les Européens, les Américains, l'AIEA, ça c'est très important, oui, on va en et parler. les Israéliens se retrouvent finalement sur les mêmes positions assez dures, avec des nuances, mais dures face au régime islamique iranien dans les négociations sur le nucléaire. Et c'est vrai que ces dernières années, les Iraniens bénéficiaient quand même de la part des Européens d'une certaine complaisance, parce qu'on disait ce sont des réformateurs, ils veulent trouver un accord avec l'Occident, et ce n'était pas tout à fait faux d'ailleurs. Il y avait Rouhani et Javad Zarif, c'est pas la même chose qu'Ebrahim Raisi, mais aujourd'hui on peut plus, il n'y a plus d'illusions. Oui, les masques sont tombés d'une certaine manière. Les masques sont tombés, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans la même situation qu'avec Ahmadinejad entre 2005 et 2013, ce président ultra-conservateur. Alors on dit conservateur, j'aime pas le mot conservateur parce que Churchill était un conservateur, ouais. Merkel est une conservatrice, je dirais ultra-fondamentaliste, et d'une certaine manière, les masques sont tombés, la situation est plus claire, et l'AIEA qui, vous savez, quand Netanyahou dénonçait les infractions à l'accord il y a quelques années, quand Trump dénonçait les infractions à l'accord, l'AIEA, qui est une organisation neutre, qui est là pour contrôler, onusienne, c'est qu'ils exagéraient. Mais là, l'AIEA elle-même dit que l'Iran ne respecte plus rien. Donc, on est dans une situation où, je dirais, Israël a ses alliés de son côté et le droit international aussi de son côté, ce qui a changé avec l'époque de Trump, où c'est Trump qui s'était mis en tort, puisque c'est Trump qui était sorti de l'accord. Donc les choses ont changé. Donc du point de vue de l'avancée du programme nucléaire, la situation est beaucoup plus grave. Du point de vue de la possibilité d'y faire front, il y a au moins cette alliance des Occidentaux et notamment des Américains et des Israéliens qui s'est ressoudée. Reste une inconnue, c'est que ce n'est pas un accord avec les États-Unis, contrairement à ce qu'on dit. C'est un accord avec la communauté internationale et les deux inconnus, ça s'appelle la Chine et la Russie. Absolument. D'ailleurs, vous parliez de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, qui est l'officine, si j'ose dire, de l'ONU qui gère le nucléaire à l'échelle internationale, a demandé en ce début de semaine, de manière très claire à Téhéran, de lui répondre sur un certain nombre de questions concernant certains sites. Alors, sur le fond, puisque vous en parliez vous-même, il semble bien que les Iraniens, vous l'avez cité vous-même, ont été particulièrement intransigeants, y compris avant l'élection de Raisi, qui est un peu la cerise sur le gâteau, lors de ces négociations de Vienne, en ne concédant strictement rien, disons, à leurs partenaires américains, alors qu'à l'inverse, on a quand même l'impression que l'administration Biden, qui devrait, si accord il y a, lever les dures sanctions économiques qui frappent Téhéran et qui avaient été instaurées il y a au moins 3 ans, l'administration Biden n'a pas exigé jusqu'à maintenant des mollahs qu'ils stoppent leur dangereux programme de fabrication de missiles balistiques. C'est un des sujets qui est en suspens. Des missiles capables de porter justement des ogives nucléaires. N'a pas demandé non plus qu'ils cessent de fabriquer de l'uranium enrichi à 60%, étant donné que d'après les chiffres à la disposition en tout cas du Mossad et d'autres agences de renseignement, il y aurait en Iran à peu près une
une douzaine de kilos d'uranium à 60%, qu'on peut très bien et très vite faire passer à 80%. Et j'avais rappelé lors d'une émission précédente que la première bombe atomique américaine lancée sur Hiroshima avait été fabriquée à partir de 14 kilos, une quinzaine de kilos d'uranium enrichi à 80%. Et l'administration Biden n'a toujours pas demandé, justement, vous parliez de l'AIEA, que les équipes d'inspection de l'AIEA soient respectées sur les sites suspects. Et puis, il y a un autre sujet qui est en suspens, qui d'ailleurs, d'après les dernières informations recueillies en ce début de semaine, donne prétexte à Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, pour temporiser, parce qu'il veut avoir aussi une réponse, c'est un des sujets qui est en instance, sur les activités terroristes de l'Iran à l'échelle du Moyen-Orient. Et il n'y a pas eu encore de demande officielle des Américains de demander à l'Iran de cesser de financer, d'organiser des actions terroristes aux quatre coins du Moyen-Orient. Alors comment on va sortir, si on peut y sortir, de ces 3-4 dossiers sur lesquels Téhéran ne veut entendre aucune remarque? Je trouve que vous êtes assez sévère avec la nouvelle administration américaine parce que dans la nuit de lundi à mardi, cette semaine, les Américains ont fait preuve quand même d'une certaine fermeté. Pour la deuxième fois depuis l'arrivée de Biden au pouvoir, ils ont frappé et ils ont tué des combattants pro-iraniens en Syrie et en Irak. Et de ce point de vue-là, il y a une véritable fermeté, américaine. Alors la difficulté, là vous avez raison, c'est qu'il y a plusieurs fronts parce que la communauté internationale se focalise, se polarise sur la question du nucléaire. La question du nucléaire, c'est évidemment une question qui relève de la communauté internationale, d'une certaine manière. Même si Israël et les pays arabes, les pays voisins de l'Iran, ont une sensibilité particulière, ce qui est normal, une crainte particulière, mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que l'Iran ait l'arme atomique? Tout simplement parce que l'Iran a signé le traité de non-prolifération nucléaire et que le traité de non-prolifération nucléaire, qui tient tant bien que mal depuis 1968 ou depuis plus de 50 ans, ce traité de non-prolifération, il assure quand même la paix, la dissuasion par la terreur, la paix d'Hiroshima, parce que finalement l'arme atomique qui est terrible, on s'en est servi 2 fois, les Américains s'en sont servis 2 fois, et le fait qu'elle soit si terrible, ça fait que ceux qui pourraient l'utiliser, hésitent à l'utiliser, parce qu'il pourrait aussi être détruit. Et donc la dissuasion par la terreur repose sur un seul fait, c'est que le club des détenteurs de l'arme atomique soit fermé et soit limité. Alors il y a les 5 puissances permanentes siégeant au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Il y a quelques autres pays, dont le Pakistan et Israël, dont on dit qu'il a l'arme atomique, mais qu'Israël n'a jamais confirmé ce fait. Et il y a en tout 8 à 9 pays qui ont l'arme atomique, et quelques-uns, comme la Corée du Nord, qui sont au seuil du nucléaire. Et ce que je veux dire, c'est que le fait que l'Iran, demain, puisse accéder à l'arme atomique, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement Israël, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement les États-Unis ou les Européens, mais c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de la communauté internationale, y compris la Russie et la Chine. Vous savez, Poutine n'est pas un grand ami de l'islam et de l'islamisme. Les Russes ont aux marges de leur pays plusieurs millions de musulmans qui pourraient servir d'une masse de manœuvre, de déstabilisation à une puissance islamiste voisine. Donc les Russes n'ont absolument pas envie que l'Iran accède à l'arme atomique. Ils peuvent jouer des uns et des autres pour diviser les Occidentaux, mais quand on arrivera au moment final, à l'heure de vérité, est-ce que la Russie acceptera que l'Iran ait l'arme atomique? Je ne le crois pas. Et la Chine non plus. Parce que aucune grande puissance n'a intérêt à ce que ce club s'élargisse, si fermé s'ouvre, parce que c'est un peu de leur pouvoir de dissuasion qu'ils perdraient. Donc, il y a la question du nucléaire, ça ne concerne pas seulement Israël, ça ne concerne pas seulement les pays qui sont menacés. Israël est évidemment verbalement menacé, ce qui est inadmissible, qui est intolérable. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que dans l'accord sur le nucléaire de 2015, les Occidentaux, et puis aussi la Russie, la Chine, etc., auraient dû mettre comme condition à l'accord
sinon la reconnaissance formelle de l'État d'Israël, en tout cas, que l'Iran cesse toute menace verbale contre Israël. Parce que bien évidemment, l'IAEA peut vérifier techniquement si le programme nucléaire reprend ou ne reprend pas, mais même si le pays a gelé son programme nucléaire, s'il continue à dire qu'il veut la destruction d'un État voisin, ce que personne ne fait. Surtout que l'Iran est le seul membre de l'ONU qui appelle publiquement à la destruction d'un autre membre de l'ONU. Voilà. Alors j'ai une question, Michel. C'est une question qui aurait dû être inclue dans l'accord. Mais le problème, c'est que depuis 2013, quand les négociations ont commencé en 2013 et se sont conclues en 2015, le principal problème que posait l'Iran, c'était le nucléaire. Depuis, les choses se sont compliquées avec la guerre civile en Syrie. Le fait, je pense, que le président Obama, qui avait fixé des lignes rouges au moment, les lignes rouges, je rappelle, c'était l'utilisation d'armes chimiques par Bachar al-Assad contre sa propre population. Il avait dit, si cette ligne rouge est franchie, nous interviendrons. Oui, et le fait qu'il n'ait pas mis la menace à exécution, ça a permis un appel d'air et ça a ouvert la voie au Hezbollah pour intervenir en Syrie et aux Iraniens pour intervenir en Syrie directement. Absolument. Et donc aujourd'hui, à l'abri de l'accord sur le nucléaire, puisque moi personnellement je pense que l'accord en tant que tel c'était une bonne chose, c'était pas un accord qui autorisait l'Iran à avoir l'arme atomique, mais c'était un accord qui permettait de geler le programme pendant 10 ans, en espérant que 10 ans, ça permet peut-être de régler les problèmes. Si toutefois les Iraniens respectaient l'accord, ce qui est une autre question. Voilà, écoutez, mais là, la situation s'est compliquée avec la guerre en Syrie, Absolument. Et avec la non-intervention américaine, et avec cet affaiblissement américain qui fait que les Américains n'étaient plus une grande puissance au Moyen-Orient, et puis, disons, une perte de fiabilité par rapport à leurs alliés, y compris d'ailleurs dans la défiance d'Israël par rapport de Netanyahou par rapport à Obama, c'est aussi lié à ça. Donc, il y a eu un deuxième dossier qui était l'interventionnisme iranien et qui est peut-être, je dirais, le plus inquiétant pour Israël. Absolument. Parce que l'Iran dise on veut détruire Israël, etc., ok. On a vécu pendant 50 ans, 70 ans avec l'Union soviétique dont le programme prévoyait la destruction du capitalisme et la destruction de l'impérialisme américain, mais tant qu'on ne passe pas à l'acte, c'est embêtant, mais c'est pas bien grave. Mais ce qui s'est produit pratiquement, c'est qu'à l'abri de cet accord sur le nucléaire qui donnait une certaine respectabilité à la République islamique d'Iran, et donc qui empêchait, finalement, qui neutralisait les critiques des Européens, eh bien, il y a eu un interventionnisme et un véritable impérialisme iranien qui s'est développé. Oui, une volonté hégémonique qui élargit le sujet. Alors, il ne nous reste que 2 minutes et demie, même pas. J'ai une question importante, ultime à vous poser, et essayez de me répondre en résumant votre avis. Là, vous savez que la tension monte en Israël face à cette intransigeance iranienne, et puis on ne sait pas très bien ce que veut et comment va faire l'administration Biden. Il y a quand même eu effectivement des positions un petit peu plus définies il y a quelques jours. Mais que pensez-vous des nouvelles règles dites de transparence, de non-surprise et de discrétion entre Jérusalem et Washington qui ont été définies la semaine dernière par le gouvernement Bennett sur ce dossier et qui ont été d'ailleurs abordées ce dimanche 27 juin lors de la rencontre entre Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères israélien, à Rome avec Anthony Blinken sur ce dossier. Est-ce que vous estimez que ce changement de style souhaité par Jérusalem dans les relations entre les deux pays va pouvoir non seulement améliorer le climat, ça sans doute, mais peut-être aider aussi à résoudre certains aspects sur le fond de ce dossier pour empêcher donc que l'Iran ne fasse qu'à tue-tête? Alors écoutez, on ne peut jamais savoir, on ne peut jamais dire voilà ce qui va se passer, les conséquences, etc. Mais globalement, donc les conséquences d'une action peuvent être positives ou négatives. Globalement, moi je suis favorable à l'alliance et au renforcement de l'alliance entre les États-Unis et Israël. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est brisé en 2013-2015, pas seulement de la faute de Netanyahou,
mais aussi de la faute d'Obama, des deux côtés. Il y a une vraie rupture de confiance des deux côtés, je dis ça. Et je pense qu'aujourd'hui, après, il y a une confiance aveugle, bon, je veux dire une histoire d'amour passionnel, mais l'amour passionnel, ce n'est pas très courant. Ça ne dure qu'un temps. On revient à un mariage de raison, avec beaucoup d'affection et avec des liens très forts. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour Israël, il n'y a pas d'avenir pour la défense israélienne sans un lien fort et étroit avec les États-Unis, dès lors qu'on a une administration, et notamment Anthony Blinken, qui est extrêmement attaché à la sécurité d'Israël. Alors après, ça ne veut pas dire que sur telle ou telle question, il ne peut pas y avoir des accords, mais il y a une prise de conscience de cette administration qui est très claire aujourd'hui, et ils ne sont pas pressés de revenir à l'accord, ils n'y reviendront pas dans n'importe quelle condition. Il ne faut pas les voir, ce n'est pas un nouveau Obama, Biden. Et Blinken, ce ne sont pas des pacifistes, mais non, et puis la situation a changé. On n'est plus en 2013, la menace iranienne est très grave et donc je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour Israël, pour la défense israélienne, dans l'hostilité, dans la défense, dans la défiance à l'égard des États-Unis. Absolument. Et il faut évidemment une connexion très étroite, et y compris peut-être qu'à un moment donné, s'il faut intervenir militairement, parce que c'est la question qui va se poser, eh bien, je ne doute pas que les Américains, que les États-Unis, tels qu'ils sont, auront à cœur d'aider Israël à se défendre si vraiment il y a un danger vital pour le pays. Merci Michel de ces précisions. Vous avez été disert mais fort intéressant. Et je vous remercie aussi du temps que vous avez consacré au Studio Qualita. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Et merci à vous. À bientôt.